Bienvenue dans cette première édition de la journée. Les travaux de la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont démarré hier après-midi à Abuja, au Nigeria. La session examinera les conclusions de la 70e session des ministres des Affaires étrangères. La situation politique au Mali figure en bonne place au menu de ce sommet. Plusieurs chefs d'État africains ont répondu présents, dont le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Envoyés spéciaux Aoui Touré et Dembawan. Cette 43e session ordinaire fait le point de l'ensemble des derniers développements depuis le sommet de février 2013 de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. 12 chefs d'État sur les 15 de la CEDEAO sont présents. Le président Goodluck Jonathan, hôte du sommet, s'est félicité des progrès obtenus en un temps record dans la résolution de la crise malienne et bissau-guinéenne. Le président Alassane Ouattara, qui est à son deuxième mandat en tant que président de la CEDEAO, est revenu plus en détail sur l'ordre du jour de la conférence. Cette session, a rappelé le président Ouattara, se tient dans un contexte régional largement dominé par l'actualité politique au Mali. Tous les efforts en cours pour parfaire l'intégration de nos économies et l'œuvre de construction communautaire sont bien évidemment liés au préalable de la paix, de la démocratie, de la stabilité et de la sécurité. C'est fort des progrès réalisés que je voudrais, en votre nom, réitérer nos remerciements au président Jonathan, co-médiateur dans la crise malienne, président du groupe régional de contact sur la Guinée-Bissau, au président Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, au médiateur dans la crise bissau-guinéenne. Beaucoup de personnalités spéciales de l'Union africaine, le représentant spécial des Nations Unies, tous ont loué les efforts déployés par la CEDEAO. Résolution de la crise malienne et ont appelé à une coopération internationale plus soutenue dans la lutte contre les officiers et soldats morts dans la lutte contre le terrorisme au Mali, au Niger et au Nigeria. Page élection pour le choix des délégués de la CENI. Les responsables de la structure ont mis cette année un accent sur le niveau intellectuel de l'agent. Les délégués en question débuteront leur formation dans 72 heures. En attendant, ce sont leurs formateurs qui s'informent à Bougouni sur le contenu de la loi électorale et la conduite à tenir le jour du scrutin. Mohamed Diarra, compte rendu. Pour la dernière ligne droite de la présidentielle du 28 juillet 2013, il n'y a point de doute. Tous les acteurs impliqués suivent la cadence imprimée par le pouvoir public. L'une des preuves, c'est cette formation des formateurs des délégués de la CENI qui vient de démarrer à Bougouni. Cette première étape concerne Bougouni, Yanfoulila et Kolandjabar. Cette formation de proximité consiste à déployer ceux qui sont formés aujourd'hui dans les communes pour aller former les délégués de la CENI dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que le déplacement en termes de grand parcours de grande distance ne sera plus fait par le délégué de la CENI. C'est les membres de la CENI qui vont faire le mouvement vers les délégués pour les former. Les formateurs sont conscients de l'enjeu de l'élection présidentielle du 28 juillet. Ils promettent de jouer le rôle qui est le leur pour relever le défi du bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote. Nous attendons à ce que nous, formateurs, nous soyons bien outillés pour qu'on puisse relayer la formation au niveau des délégués qui sont dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Alors, c'est pour que, et en tout cas, les documents qu'ils produisent puissent être exploités à 100%. C'était prévu dans la planification que cette formation, et c'est très important. Alors, nous suivons la préparation pour les élections. Tous les fonctionnaires qui s'engagent dans le processus, ils sont tous importants. Ce rôle, l'adjoint au préfet du secteur de Bougouni l'a rappelé. Boubacar Touré a également souligné que le taux de retraite des Katnina est de 83% à Bougouni. Cette année, la CENI se veut rigoureux dans le choix des délégués. Oui, nous avons été très rigoureux cette année dans le recrutement des délégués en termes de niveau. Parce que nous attendons des résultats de qualité du délégué de la CENI dans le bureau de vote. L'objectif final est de mériter la confiance placée en la CENI par les autorités au plus haut niveau, quant à la supervision et au suivi du processus électoral. Et en effet, ce 28 juillet, les Maliens choisiront pour la 5e fois depuis 1992 le président de la République.
Pendant que les politologues cherchent toujours à savoir pourquoi une multiplicité de candidatures pour le fauteuil présidentiel, il reste constant que le taux de participation reste le ventre mou de cette haute compétition électorale. Le dossier du jour est consacré à quelques aspects de l'histoire de la présidentielle malienne sous la Troisième République. Un dossier signé Abbas Fambougou Traoré. Après la conférence nationale de 1991, notre pays a très tôt mis le cap pour se hisser dans le club restreint en Afrique des démocraties nouvelles, le multipartisme intégral en bandoulière. Passage obligé, les urnes. Les présidentielles de 1992 avaient pour objet le retour du pays à une vie constitutionnelle normale. Donc l'objet fondamental, c'était la mise en œuvre de la Constitution du 25 février 1992 qui lui-même a été adopté par référendum en janvier 1992. Ainsi, de janvier à avril 1992, nos concitoyens se mobilisent tour à tour pour le référendum, les élections municipales et présidentielles. Ils étaient Oumar Konaré et Théoulé %. Au finish pour Alpha Oumar Konaré, élu président. Quels enseignements retenir de cette première présidentielle malienne de 1992? L'enseignement fondamental de cette présidentielle, c'est qu'il y a quand même eu un débat contradictoire entre les deux candidats au second tour pour permettre à l'opinion de savoir leur projet pour le Mali. Les présidentielles n'ont même pas atteint les 30% en 1992, ce qui est un peu un paradoxe pour un pays qui a, si vous voulez, sacrifié près de 300 de ses fils pour arriver à la démocratie et que les citoyens boudent les urnes. En 1997, un mandat fini et notre commence. Mes amis, parcours, la Cour constitutionnelle devient fonctionnelle. La Cour constitutionnelle est une juridiction, c'est-à-dire que ses décisions ont autorité de la chose jugée et que ces décisions sont sans appel et s'imposent à toutes les institutions et à tous les citoyens du Mali. En ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, l'importance de la Cour constitutionnelle se situe à 3 niveaux. Premier niveau, avant le scrutin. Deuxième niveau, pendant le scrutin. Et troisième niveau, après le scrutin. En droit, une juridiction qui statue sur le contentieux électoral, une juridiction qui proclame les résultats de l'élection, c'est cette juridiction qui doit en principe recevoir le serment du président de la République. Mais dans notre cas précis du Mali, puisque la Cour n'était pas fonctionnelle en 1992, l'élection du président de la République a été, si vous voulez, gérée par la section constitutionnelle de la Cour suprême. Et à cette époque-là, le président de la République a prêté serment devant la Cour suprême. Aussi, la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante, entre dans les mœurs électorales. Chez nous, tensions politiques sont passées par là. À la demande de la classe politique, les pouvoirs publics sont allés dans la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante qui avait toutes les attributions du ministère de l'administration territoriale pour l'organisation des élections. Et le 3 mars, le président de la République avait dissous l'Assemblée. Donc, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Constitution, il fallait aller à des législatives anticipées. Ces législatives anticipées organisées le 13 avril ont été annulées par la Cour constitutionnelle. Une crise politique s'en est suivie qui a fait qu'une bonne partie de la classe politique, membre du collectif des partis politiques de l'opposition, a boycotté les élections présidentielles. Parce que s'ils étaient 10 postulants au départ, à l'arrivée, il n'y avait que 2 candidats, le président sortant contre un candidat de moindre envergure, Feu Mamadou Batorou Diaby. En 2002, les Maliens retournent aux urnes pour un nouveau président. Une nouvelle alternance avec une particularité cependant dans les candidatures. En 2002, on a vu l'apparition d'un indépendant. En 2002, il y a aussi eu un second tour entre l'indépendant et le candidat du parti majoritaire. Et au finish, c'est l'indépendant qui l'a emporté. Ce qui a fait que notre pays a connu un système démocratique un peu atypique, la cohabitation d'un indépendant avec une majorité écrasante de partis politiques à l'Assemblée nationale. ATT, candidat à un second mandat en 2007, s'impose en un tour unique avec plus de 68%. De 1992 à ce prochain scrutin du 28 juillet 2013, la communication des candidats à la présidentielle s'est portée de mieux en mieux.
l'esprit est toujours le même. Comment présenter le candidat sous le meilleur jour pour le faire élire? Et de ce point de vue, si on revient à 92, à l'époque artisanale, on avait fait des choses à l'époque qu'on n'a jamais rééditées jusqu'alors. Leur thème à l'époque avait organisé des débats. Et au second tour, avait organisé un débat entre les deux finalistes, Thiolé Konaté et Alpha Conde. C'est le seul débat qui a eu lieu entre les deux candidats qui étaient présents au second tour. Et un débat dont tous les observateurs à l'époque se sont félicités, car ça avait été un débat de très haute tenue. C'est vrai aussi que la multiplication des recours en justice entre le premier et le deuxième tour a réduit le temps de campagne et restreint la marge de manœuvre des médias lors des campagnes qui ont suivi 92. Une constance, cependant, c'est le faible taux de participation de nos concitoyens aux différentes élections présidentielles sous l'heure démocratique. Aucun vote n'a atteint 40% de participation. Le challenge ici, c'est inverser cette situation qui pèse sur la légitimité de nos présidents. C'est communiqué avant de poursuivre ce journal. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, informe la presse nationale et internationale que le dîner de presse prévu le samedi 20 juillet 2013 avec le Premier ministre, chef du gouvernement, est reporté à une date ultérieure. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. L'ONG Avenir Enfants Sahel, en partenariat avec Plan Kitakuru et Vinci Elicomino, ont procédé au déclenchement de l'assainissement total piloté par les 13 communautés ATPC dans 13 villages partenaires de Plan Kitakuru. Un reportage de Djigia Mohamed Fabrice. Mise en œuvre par l'ONG Avenir Enfants Sahel, le projet Amélioration des conditions d'accès à la améliorer les conditions de vie de ces populations à travers la promotion des bonnes pratiques, notamment la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par les communautés ATPC. Pour que les latrines soient risées et que chaque membre de la latrine page des mains à l'eau et du savon, et que la fermeture de la latrine soit vraiment bien, adhère bien. C'est ça l'important. Il ne faut pas que les mouches quittent la latrine pour aller se poser sur les aliments. Pour ces techniciens, 85% des maladies sont dues au manque d'assainissement et si on investit dans ce domaine, on aura 15% des maladies dans notre pays. C'est aussi l'occasion de féliciter les 13 villages pour avoir honoré les engagements pris, soit au total 228 nouvelles latrines creusées sur 188. Successivement, les communautés, les acteurs et partenaires ont psalmodié les bienfaits de l'ATPC dans les localités. Et pour atteindre les objectifs du projet, l'ONG AVES, à travers Mme Samake Ramata Koulibaly, sollicite l'implication effective des organisations communautaires de base, des services techniques pour que ces villages déclarés fédales observent les conseils pratiques au quotidien. Le 24 septembre prochain, c'est la date retenue en Guinée pour les élections législatives. Si les populations ne se bousculent pas pour s'inscrire sur les listes, l'opposition, elle, est en passe de conclure une alliance électorale. C'est reparti pour le recensement des électeurs en Guinée. Après des mois de blocage, les partis se sont mis d'accord avec le pouvoir sur le calendrier électoral. Les législatives seront le 24 septembre. Peu de temps donc pour réviser les listes et pas de rallonge budgétaire. Les agents électoraux manquent de papier, de cartouches d'encre et les pannes électriques n'arrangent rien. On a des difficultés par rapport au matériel parce que c'est un peu lent et quand on enrôle un nombre trop élevé, on a des difficultés par rapport à ça. Ramadan oblige, il n'y a pas foule au recensement et au vu des pannes, il faut être motivé pour réussir à s'inscrire. Je me suis inscrit ainsi, mais pour prendre la photo maintenant, on me dit qu'il y a une panne technique là. Le problème est là, mais on me dit d'attendre le superviseur. Là, je suis là actuellement à attendre le superviseur. De leur côté, les responsables politiques accélèrent l'actation en coulisses. Les deux grands partis d'opposition ont décidé de s'allier pour le scrutin.
Nous sommes en pleine négociation au sein de l'opposition pour conclure des alliances, faire des désistements. Au niveau des circonscriptions, nous sommes en train de travailler pour qu'on ait le maximum de consensus possible pour qu'il y ait un candidat unique de l'opposition, en tout cas dans certaines villes. Dans les quartiers de Conakry, l'alliance entre Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo est plutôt bien accueillie, mais certains militants rappellent que cette stratégie a mené l'opposition à la défaite à la dernière présidentielle. Sidia Touré s'est rallié à Cellou Dalein, mais ces militants n'ont pas suivi. Donc ici encore, lors de l'Assemblée, si on dit qu'ils vont s'allier, mais est-ce que les militants vont suivre? C'est la grande question. À 2 mois du scrutin, toute la classe politique est en ordre de bataille. Il faut maintenant que la Commission nationale électorale arrive à tenir les délais pour ces législatives déjà reportées plusieurs fois. En RDC Congo, la population de Rutshuru est exaspérée par les conséquences de la guerre entre les rebelles et l'armée régulière. Pillage et séquestration sont le quotidien des populations de la zone des combats. Territoire de Rutshuru, à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, à longueur de journée, on pousse des tchoukoudous surchargés. Ou bien, on marche sur des routes défoncées, longtemps, des kilos sur la tête. Canne à sucre ou récolte en tout genre selon les saisons. Ici, à l'est, on subit depuis des années la loi du plus fort. Cette fois, c'est la rébellion du M23 en conflit avec le gouvernement qui contrôle le territoire. Derrière la démarche débonnaire de ces policiers rebelles se cache une toute autre réalité dans les quartiers de Rutshuru. Surtout les hommes qui s'appellent M23. Hein? Nous tracasser ici tous les jours. Hein? À partir de 7h, 6h30, 8h, la population est fatiguée. Ce n'est pas comme ça qu'on va continuer de vivre. Hein? On nous prenne comme les bêtes. Pillage des maisons ou des récoltes, meurtres, viols, menaces, l'insécurité est permanente. Et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique, qui préparent les examens de fin d'année, ont l'esprit ailleurs. Quand je faisais le voyage vers Goma, j'ai été surpris par des bandits armés. Ils nous ont pillé tout ce que nous avions. Nous avions été pris par ces bandits. On a peur même de venir à l'école puisqu'on pense à la mort souvent. Génocidaires rwandais, pseudo-milices d'autodéfense, soldats gouvernementaux ou rebelles du M23, tous tourmentent la population. Alors le dimanche, c'est en masse qu'on vient prier. La paroisse Saint-Aloïs n'est pas assez grande pour accueillir tous les fidèles. Des dizaines communieront de l'extérieur. Nous allons donner notre souffrance à qui? C'est Dieu, pas d'autre. C'est comme ça. Abandonnée par Kinshasa, otage des rebelles, pressurée, violentée, cette population est ballottée depuis 20 ans, au gré des crises militaires. Et le canon, qui tonne depuis 4 jours à Goma, n'a rien de rassurant. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.